Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Inspiration, le magazine qui dresse des portraits d'Africains inspirants et qui s'engagent pour la défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage d'un frère africain qui nous raconte son vécu depuis son pays natal, le Cameroun, jusqu'à son calvaire au sein des prisons libyennes. Bonjour Léopold, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance et te remercie de m'accorder cet entretien. Peux-tu s'il te plaît te présenter, même si tes noms et prénoms ne sont pas importants pour le récit, et nous raconter les circonstances dans lesquelles tu as quitté ton pays, le Cameroun. Merci, salut, merci. Je suis tellement content, c'est génial de votre part de m'avoir posé cette question. Moi, je m'appelle Nounounou, comme vous venez de dire, le prénom n'a pas assez d'importance. Vous saviez, pour vous dire vrai, je ne suis pas un enfant comme les autres. Je n'ai pas eu la chance de grandir auprès de mes parents comme les autres. J'ai été toujours adopté dès mon enfance. Dès l'âge de 3 ans, j'étais plus d'abord avec mes parents. J'ai grandi qu'avec la grand-mère. Malheureusement pour moi, elle est aussi décédée en février 2009. Si j'ai bonne mémoire, ce sont les trucs du 4 février 2009 qu'elle a rendu là. C'est comme ça, mon troisième grand frère aîné, mon père adoptif aussi, père à son âme aussi, qui m'a pris pour la capitale. On vivait à Yaoundé, on s'entendait bien beaucoup, on travaillait, on faisait tout ensemble. Première semaine du mois de juillet 2014. Il y a eu fièvre typhoïde parce que ça me menace souvent de temps en temps, surtout quand la saison pluvieuse est proche. À la fin de la maladie, près de 8 jours de maladie. C'est comme ça mon grand frère m'a réveillé. Parce que moi je travaillais au marché. Et lui, comme il brisait, j'étais à la boucherie et comme il brisait, quand arrivé au marché, avant de commencer mon travail, il va falloir qu'il réserve aussi ses poulets, sa viande qui doit aller sur son four le soir avec. Donc quand je sortais de la maison pour aller au marché, je sortais toujours avec son argent. Donc il venait au marché seulement pour prendre ces choses, pour prendre sa marchandise que j'ai déjà tout apprêté. C'est comme ça que il me réveille comme ça là. Parce que mon heure pour aller au marché c'était les 4h30, 4h40, 4h45. C'est comme ça qu'il m'a réveillé. Il m'a donné, parce qu'il me réveille toujours quand son argent est déjà là. Il me dit, Léopold, il faut te lever et alors il faut partir au marché. J'avais en tout 152 500 sur moi. C'est comme ça que je me lève. Quand il me réveille comme ça, il est en train de se laver aussi sa figure là-bas. Moi, je me sors pour monter au marché parce que j'étais à 10 mètres. À moins de 10 mètres du goudron, quoi. Je me monte comme ça et me place au goudron pour attendre la moto. Quand il y a quelqu'un, il y a les gens qui sont en train de venir vers moi, ils sont 4. Moi, je n'ai même pas eu l'intention, plus moi j'étais auprès de la maison, quoi. C'est à moins de 6 mètres de moi, moins de 6 à 7 mètres, que je vois comment le premier qui est devant moi a la machette. Comme ça, il voit sa façon de venir sur moi. Je veux me déplacer, il me dit, oh, arrête-toi. C'est comme ça qu'il veut fuir maintenant. Il me blesse au pied gauche. Il me blesse sur ma jambe gauche avec la machette. J'ai réussi à jeter mon porte-monnaie dans la rigueur. Comme il se faisait noir, c'était dans le noir, quoi. Quand ils ont fait comme ça, j'ai crié mon grand frère, père à son âme, mon père pour moi. Il est sorti. Il monte comme ça, il demande Léopold, c'est quoi? C'est comme ça, ils ont coupé la grosse veine sur le pied gauche. Dans beaucoup saigné de 4h45 à 6h30 que la police arrive parce que ça se passe comme ça dans Yaoundé 4e, dans le quartier de Mimboman. Il y a le commissariat du 16e qui est venu aux environs de 6h30. Avec leur pick-up, ils sont venus m'aider. Ils ont porté mon grand frère dans la pick-up, ils l'ont amené à l'hôpital. Ils m'ont dit qu'ils vont partir avec les 2 cartes pour besoin d'enquête. C'est comme ça que je suis à l'hôpital avec mon grand frère. Après, il a rendu là. Je suis parti enterrer le 14, parce qu'il est mort comme ça, je suis parti enterrer le 14. Le 14, je suis resté au village près de 3 semaines dans
la concession familiale, mon village natal, mais auprès de mes parents, là où je suis parti enterrer mon grand frère. Je suis resté près de 3 semaines parce que moi d'abord j'étais touché aussi, j'étais blessé, mais le cas de mon grand frère était plus grave. Traumatisé, quand je vous parle, vous comprenez un peu, je ne pouvais plus moi rien faire. Étant déjà que j'ai perdu d'abord mon bras droit, mon grand frère, mon père adoptif. C'est lui qui était tout pour moi, c'est lui qui m'a donné le sens de vivre quoi à la capitale. On s'entendait beaucoup et on faisait des tout ensemble. C'est qu'il m'avait blessé au cœur, quoi. Il m'avait blessé au cœur, pour vous dire vrai. De 2014 à fin 2018, étant toujours traumatisé, plus ou moins insupporté, plus je vivais les moments difficiles autant pour moi. C'est comme ça que je sors. Je décide moi de sortir de mon pays, qui est le Cameroun, pour aller un peu me chercher ailleurs. Tu n'as donc pas grandi, Léopold, au sein d'une famille structurée et stable. C'est ainsi qu'à la mort de ta grand-mère, tu te retrouves adopté par ton grand frère qui exerce la profession de boucher. Si j'ai bien compris, un jour il te remet la somme de 150 000 francs CFA pour que tu lui achètes de la viande très tôt le matin pour son activité du jour. Et juste au bord de la route, au goudron, tu te fais donc agresser, t'écris à larmes ton frère qui sort te secourir et se fait tuer malheureusement sous tes yeux. Commencent alors pour toi des années très sombres, des années de perte de repères totale, au terme desquelles tu décides de prendre tes affaires finalement et de quitter le Cameroun. Merci pour cette réponse. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, si à cet instant précis, tu avais pour objectif l'Europe? Quand je sors de mon pays qui est le Cameroun, la destination n'était jamais pour la Libye ni l'Europe. Parce que d'abord la Libye, c'est un pays que, si vous avez constaté, il n'y a aucun noir, je vous dis bien aucun noir qui soit camerounais ou sénégalais ou ivoirien ou gambien ou malien ou aussi des nationalités qu'on n'était plus là, ou même nigérien, tous les noirs, tous les Africains noirs, sauf les Nord-Africains qui sont les Égyptiens ou Marocains qui s'entendent un peu entre eux là, qui est fier de rester en Libye. Il n'y a aucun noir, si vous pouvez même les interpeller, les interviewer même, il n'y a aucun noir, si, je vous dis bien, suivez-moi, il n'y a aucun noir en Libye, de toute nationalité, mais pour noir, qui est fier de rester sur le sol libyen. On reste d'abord là parce que nous on est mouillés, il n'y a plus de porte pour sortir, rentrer. Seule porte de sortie dans la Libye là, c'est la mer Méditerranée ou peut-être la déportation, que tu as la chance que ton pays vienne te déporter. Mais dis que prendre encore la route de sortie là, ce n'est plus en Libye, non, il n'y a pas. Pour vous dire vrai, on ne sort plus. Seule porte de sortie là-bas, je vous dis bien, il n'y a rien que l'avion qui peut venir, l'avion de ton pays qui peut te déporter. Ou bien la mer Méditerranée, c'est tout seulement, c'est ce qui se passe en Libye, c'est ça, vous allez voir beaucoup. Il y a beaucoup qui sont en Libye qui veulent même se retourner, mais il n'y a pas moyen, il n'y a même pas moyen. Ils veulent bien se retourner, mais il n'y a pas moyen. Quand tu entres là en Libye, là, il n'y a plus de route de sortie là. Pour sortir de la Libye, c'est pas facile, qu'on ne vous mente pas. Vérité parlant, pour vous dire vrai, il n'y a pas la route de sortie de la Libye. C'est difficile, sortir de la Libye est difficile que d'entrer. Tu entres facilement, mais sortir, c'est pas du tout facile. Pour vous dire vrai, c'est pas facile pour ressortir dans la Libye là. Il y en a des gens vraiment qui sont en Libye même, qui veulent sortir. Mais c'est pas facile, on ne sort pas de la Libye comme vous comprenez là. On entre mais on ne sort pas. C'est quand tu es déjà dedans que tu comprends, mais quand tu entres là, tu connais même pas. Il n'y a aucun noir qu'on ne vous mente pas qui est content, qui est fier dans son cœur de rester en Libye. Tous mes amis, même les noirs, même quand nous on est en Libye, on reste en groupe là, on prie seulement que Seigneur, tu vas faire un jour qu'on quitte ici. Nous tous, même quand on est au travail, même quand on dort, même dans les ghettos en Libye, notre prière, première prière des Noirs qui sont en Libye, c'est de les faire sortir, c'est que Dieu les fasse sortir de ce pays-là. C'est comme ça, maman, il n'y a personne qui est fier de rester dans la Libye là. Il n'y a aucun Noir. Avec toute ma connaissance, tout mon temps passé en Libye, il n'y a pas un Noir qui est fier de rester dans la Libye là.
Il n'y a pas un noir qui est fier de rester. D'autres sont même encore là parce qu'il n'y a pas la route de sortie. Entrer en Libye, c'est pas difficile comme sortir. Vous comprenez un peu, non? Quand tu entres, c'est un peu facile. Mais sortir de la Libye, c'est pas facile. C'est pas facile, sans vous mentir. Effectivement, Léopold, il y aurait en réalité 3 portes de sortie de la Libye. Première option, les avions affrétés par l'ONU, l'Union africaine, l'Europe. Deuxième option, faire demi-tour dans le désert, ce qui implique de forcément affronter à nouveau les milices, puis d'être jeté dans les prisons libyennes. Et dernière option, malheureusement, prendre le risque de perdre la vie dans les eaux libyennes ou internationales. Il est également important de préciser tes propos, d'appuyer tes propos en rappelant aux auditeurs d'Afrique Inspiration que toutes les personnes qui se retrouvent au sein des prisons libyennes ne sont pas automatiquement des candidats à l'immigration clandestine, mais souvent juste des personnes qui sont entrées sur le sol libyen parce qu'elles étaient à la recherche d'un emploi ou des personnes qui ont tout simplement été kidnappées dans un pays frontalier, kidnappées par des milices spécialisées dans la traite des êtres humains. Les candidats à l'immigration clandestine ne sont donc pas tous forcément des personnes qui cherchent désespérément à quitter leur continent pour des raisons économiques. Merci encore Léopold pour cette réponse. Peux-tu à présent nous éclairer sur la manière dont tu t'es retrouvé en Libye, ce vaste marché d'esclaves, et qu'est-ce qui t'a le plus choqué sur place? Pour vous dire vrai, ce qui m'a plus choqué en Libye, vous saviez, les Arabes libyens, pour vous dire vrai, ils font semblant de prier Dieu, mais Dieu n'existe pas dans leur cœur, vous voyez un peu, et ils se mordent de Dieu, quoi. Et ils violent nos sœurs au point où même les garçons noirs, ils violent même les garçons noirs. Vous êtes à la placette, par exemple, la placette, c'est là où on s'assoit pour chercher le travail. Il peut venir prendre ton frère en lui disant que non, c'est pour aller crépi péter un mur de la maison. Ils prennent 2 personnes. Ils reviennent peut-être lui jeter devant vous et en déjà cassé son derrière. Lui-même, il ne connaît pas là où, il ne connaît même pas le lieu du crime, il connaît où. On vient comme ça, on lui jette devant vous en tirant les balles pour vous écarter. Donc, ce sont des choses comme ça. Quand vous arrivez en Libye, vous allez trouver nos sœurs noires. Elles ont les bébés métis arabes. Puis, bon, ceux que j'en maîtrise, puis il y a les Nigériennes, il y a les Maliennes. Tu vas voir, elles ont les bébés noirs. Même mes soeurs camerounaises, même d'autres sont parmi beaucoup. Il y en a plusieurs, là, les femmes noires qui ont les bébés arabes, libyens, qu'elles ont été emprisonnées, violées. Elles ne connaissent pas le père de l'enfant, mais tu vois avec les bébés métis arabes, elle ne connaît pas là où le père de l'enfant est. Parce que si elle a fait la prison 4 mois, elle a été violée, séquestrée tous les 6 mois, tous les 4 mois, tous les jours. Quand vous êtes en prison en Libye, par exemple, chez Oussama où j'étais, tous les nuits, parce que quand ils vous amènent dans la prison, ils mettent les hommes dans l'autre chambre comme ça, et il y a les grillages. Quand ils mettent comme les cases des chiens, comme vous voyez là, c'est comme ça qu'ils nous mettent dans les prisons là-bas. Et les femmes aussi maintenant, c'est en face. Tu vas voir tous les nuits, chaque nuit comme ça, à partir de 23h minuit, ils vont venir garer les pick-up là, ils vont entrer violer les femmes là. C'est comme ça, celle qui veut un peu faire la tête, on lui tape. Tu entends, il tape et perce les têtes avec la tête décalage là. C'est comme ça qu'ils connaissent les femmes là, ils violent les femmes. C'est pour ça que tu vas voir là, d'autres femmes en Libye. D'autres ont les bébés arabes. Mais elles ne connaissent pas le père de l'enfant, c'est pas de sa faute. Ce sont les choses comme ça qui m'ont plus choqué en Libye. En Libye, c'est pas facile. Tu vas voir une femme noire, elle va travailler. C'est nous comme ça, parfois, nous on travaille, comme je venais de vous dire il y a longtemps, quand tu trouves un peu ta soeur dans cette situation, tu es obligé de lui dire, oh ma soeur, prends un peu, il faut regarder l'enfant avec, c'est comme ça, nous on vient en Libye. Mais pour vous dire vrai, il n'y a personne qui est fier dans son cœur en tant qu'un noir, je vous dis bien, Sénégalais ou Gambien ou Ivoirien ou Guinéen ou Camerounais, il n'y a pas un parmi eux qui est à l'aise en Libye. Donc, pour vous dire vrai, notre première prière de la Libye, quand on passe la journée, on dit « Eh Allah, on va sortir d'un pays si quand. Eh Dieu, on va sortir d'un pays si quand. » Ça, c'est la première prière de l'homme noir en Libye. C'est comme ça la première prière de l'homme noir tous les jours en Libye. Quand il se réveille, il dit « Eh Allah, nous on va sortir, je vais sortir un jour d'ici. » Et Allah, est-ce que je vais un jour sortir du pays ici? Donc c'est comme ça la Libye.
On n'est pas à l'aise en Libye. Ce sont les choses comme ça qui m'ont plus choqué, pour vous dire vrai. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, d'un côté les femmes, véritables objets sexuels au sein des prisons libyennes, et d'un autre côté les hommes, victimes non seulement de travaux forcés, mais également de viols comme armes de guerre. Mis à part le viol et les travaux forcés, quelles autres atrocités aurais-tu vécues personnellement en Libye, Léopold? Bon, ce qu'on a vécu en Libye, pour vous dire vrai, non, il y a les choses vraiment inexplicables, ce qui font plus à nos sœurs. Nous-mêmes d'abord, quand tu peux t'envoyer, tu iras travailler même dans le peu, si tu travailles peut-être chez un Libyen, 3 peuvent rester avec ton argent. Quand tu finis le travail, le jour il va te payer, il vient au chantier, il va vous chasser en tirant. Quand il arrive d'abord au chantier, il va sortir la calache. Il commence à vous insulter. Il vous dit qu'il sortez de mon chantier, tu vas parler quoi? Nos soeurs d'abord sont violées. Toi-même d'abord, tu n'es pas même à l'aise. Donc quand tu fais affaire avec un Libyen, tu as seulement un pied dedans, un pied dehors, tu vois un peu, non? Nous là-bas, chez eux, nous on est les esclaves chez les Libyens. Est-ce que l'homme noir a quelle valeur devant un Libyen? Nous on est les esclaves devant eux. Que tu sois femme ou noir, un Libyen, il te voit comme quoi, il peut, je ne sais même pas quoi dire. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a même les enfants libyens comme ça, quand ils rencontrent l'homme, il est comme ça avec son père, il te voit comme ça, il crache sur toi. Est-ce que quelqu'un t'a dit ça? Est-ce que tu sais quand tu marches en Libye, un homme, les Libyens ou les femmes libyennes là, quand il dit quand ils te voient, ils ferment ses narines, ils disent que le noir sent. Est-ce que quelqu'un t'a déjà expliqué tout ça? Quand tu passes peut-être là-bas en Libye ou si tu entres peut-être dans une boutique, quand tu entres dans une boutique en Libye en tant qu'un noir, tu vas voir tous les Libyens et ils ferment leurs narines. S'ils sont 10, je vous assure, tous ils ferment leurs narines. S'ils sont 100, quand tu es déjà pro 2, peut-être que tu as la boutique comme ça. Eux, ils ferment leurs narines. Ils disent que pour dire que tu sens, comme tu vois parfois les caca, tu vas bloquer tes narines là. C'est comme ça quand un Libyen il voit un noir, il se comporte. C'est comme ça qu'il se comporte avec nous là-bas en Libye. Vous comprenez un peu? Il va voir, un noir n'est rien devant un Libyen. Quand tu marches même en Libye comme ça, un enfant il crache sur toi. Il crache sur toi, il te dit for you, il te coupe les injures par-ci par-là. Est-ce que tu vas lui répondre? Si tu réponds à l'enfant là, c'est que tes jours sont déjà comptés. Quand tu marches comme ça, toi un grand même, un enfant de 7 ans, 8 ans, donc ils sont d'abord les bâtards, les mal éduqués dès le bas âge. Je vous assure, en aucun jour, moi, je peux me retourner dans mon pays pour vous dire, c'est toute vérité, que je suis dans mon pays. Un Libyen va passer même dans mon pays. Un Libyen peut venir dans mon pays au cas où il change de la nationalité. Il dit qu'il est Libanais ou bien peut-être d'autres nationalités comme ils font souvent. Mais dans mon pays qui est le Cameroun, moi, je ne peux pas rester dans mon pays. Un Libyen va venir s'installer comme ça là, non. Pour vous dire vrai, tous les vérités qu'il y a dans mon cœur, ça ne peut même pas donner. Ça ne peut pas donner, maman, ça ne peut pas donner pour vous dire la vérité, ce qu'ils nous ont fait sur place chez eux. Je ne peux pas donner, que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Les Libyens sont des gens invivables. Tout le Maghreb que vous entendez, Maroc, Algérie, Libye, Tunisie, Égypte là. Il n'y a pas un pays dans tout ce Maghreb qui a le mauvais cœur comme la Libye. Il n'y a pas quelqu'un qui a le cœur d'un Libyen. Maman, jusqu'aux enfants libyens, ils sont mal éduqués, mal intentionnés. Je vous assure, eux, ils agressent les Libyens à partir de 14 ans. Ils connaissent déjà agresser l'homme, le black en route. Il pose le pistolet, il prend le téléphone, il fouille le black. Quand les grands, déjà à partir de 35 ans, 40 ans, ils arrêtent les blancs, ils calabouchent pour prendre la rançon. Les petits Libyens de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et ils sont en route pour agresser les blancs, poser les pistolets sur les têtes, prendre les téléphones, prendre l'argent qui rentre du chantier de travail. C'est ce qui se passe en Libye. Si on vous explique même pas souvent bien, c'est ce qui se passe sur place en Libye. Quand tu es en Libye comme ça, tu vois ce qu'on fait comme ça à ton frère ou bien à toi-même comme ça là.
les larmes refusent même de couler. Donc ta tête parfois arrive même à un niveau, ça dit même que est-ce que la mort là même ne peut même pas venir. Donc c'est la Libye comme ça, comme je vous explique là, maman. Même si nous comprenons ta frustration à l'égard des Libyens, le message d'Afrique Inspiration pour toi et pour toutes les personnes qui passent par ce par quoi tu es passé est une invitation à ne surtout pas combattre avec les mêmes armes que l'oppresseur en propageant à ton tour la haine de génération en génération. En effet, les Libyens s'autorisent depuis maintenant plusieurs siècles à considérer les peaux noires comme des objets pouvant être marchandés, torturés, négociés, vendus. C'est l'occasion pour nous tous de nous pencher sur l'une des traites les plus méconnues et pourtant plus dévastatrices pour l'Afrique que la traite négrière. Il s'agit de l'esclavage arabo-musulman ou encore la traite orientale et transsaharienne. Aujourd'hui encore, dans plusieurs pays du Maghreb, les bus sont interdits aux nègres comme ils nous appellent, ce qui nous rappelle la célèbre affiche qui prévalait à l'époque au Texas en 1929, « No dogs, no Negroes ». Quelle est d'après ton vécu, Léopold, l'étendue de l'atteinte ou même de l'absence des droits de l'homme en Libye? Il y a d'abord la violence contre la peau noire, contre les Noirs qui existent en Libye depuis fort longtemps aussi. Il y a aussi le viol, il y a la torture contre les Noirs, les travaux forcés contre les Noirs, toujours en Libye, l'esclavage contre les Noirs, toujours en Libye, et l'injustice aussi, pour vous dire vrai, en Libye, il n'y a pas le droit de l'homme. Je vous rassure que dans toute l'Afrique, des pays où j'ai traversé aussi, toute l'Afrique à ma manière de voir les choses, la Libye, c'est le premier pays africain où il n'y a pas d'abord le droit de l'homme. Donc chacun est libre de ce qu'il faut, chacun est libre de faire ce qu'il veut parce que, comme je vous ai dit tantôt, en Libye, la majorité des prisons sont des prisons privées. Donc, pour qu'on vous retrouve même dans une prison, il faut avoir même de la chance. Parfois, eux, ils arrêtent maintenant même les Noirs comme ça. Tu connais même pas là où on a amené ton frère parce qu'il y a beaucoup de prisons. Il y a beaucoup de prisons. Si ton frère en Libye, qu'on reconnaît même là où il est, ça veut dire Dieu même était avec lui. Plus il y a les gens, mais j'ai les gens en Libye que, étant même avec moi, ils ont été arrêtés jusqu'aujourd'hui, avant même mon départ de la Libye. Nous, les Noirs, on n'a jamais été au courant d'où ils sont, mais on n'a plus jamais eu de leurs nouvelles depuis leurs arrestations. Donc, ce sont des choses comme ça qui m'ont plus épaté en Libye. Depuis plusieurs mois, tu as réussi ton passage de la Libye à l'Italie, où tu vis présentement. Comment vas-tu aujourd'hui, Léopold? Donc, c'est Dieu qui a le destin de tout et chacun. Moi, je crois d'abord en Dieu parce que partout où j'ai été dans ma vie, tout ce qui est traversé dans ma vie, les moments inexplicables, les moments incroyables, Dieu a été toujours avec moi. Donc quand je respire, je vis. Et qu'il y a un peu de santé, comme en ce moment, j'ai toujours espoir. Je crois toujours en Dieu, quoi. Je ne peux pas te dire que je suis désespéré. À 21 ans, surtout encore en bonne et due forme. C'est Dieu qui a le destin, quoi. On attend le temps de Dieu viendra et tout ira. L'homme, c'est celui qui croit à Dieu et qui croit que son destin est chez Dieu, quoi, parce que l'homme ne doit pas croire l'homme, on doit croire à Dieu. Et quand je dors tous les jours, je prie là, toute ma volonté, tous mes vœux. Je me plains devant le Seigneur. Il n'y a pas un homme qui peut faire quoi que ce soit pour l'autre homme, quoi. Donc le destin reste entre les mains de Dieu. On n'a qu'à prier, attendre le temps de Dieu, que le vrai temps de Dieu, seul créateur du ciel et la terre, que ça arrive, tout ira. Vous savez, dans la vie, c'est Dieu qui a le destin de tout un chacun. On peut beau s'embrouiller dans la vie, mais tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, on n'y peut rien. Donc là, pour vous dire vraiment, moi, quand je suis déjà en santé comme ça, c'est déjà un pas en avant. Plus il y en a ceux qui n'ont même pas d'abord cette santé. Donc je dois d'abord remercier le Seigneur parce qu'il fait grâce de mon côté en ce moment. Également, je suis aussi tellement content de vous. Encore une fois, merci Léopold d'avoir accepté de témoigner publiquement. Merci d'avoir accepté d'être la voix de nos frères et sœurs dont la liberté d'expression et les libertés fondamentales en général sont bafouées au quotidien en Libye. Vous pouvez vous procurer le livre Afrique Inspiration en vente uniquement sur Amazon et suivre les pages Afrique Inspiration sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Des portraits d'Africains inspirants y sont dressés toutes les semaines
Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez, toujours dans le respect et l'amour. Je termine avec cette citation d'Aimé Césaire qui disait « Ma bouche sera la bouche de ceux qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.